chers professeurs, chers directeurs, chères directrices, chers chercheurs et doctorants. Bienvenue au lancement du club PhD Student Inseparable. Je vous remercie au nom du club d'avoir répondu présent à notre invitation. Notre lancement sera sous forme. De table ronde autour d'une thématique qui nous intéresse tous en tant que chercheurs. C'est la recherche scientifique au Maroc, bien sûr les défis et ses tendances. Donc, mais avant de commencer notre table ronde et céder la place à nos chers invités, je vais tout d'abord faire une petite présentation de notre club PhD Student Inseparable. Donc, il a été créé en avril 2018 et qui a pour vocation et de vision de développer un modèle de doctorant, leader, communicant et bien sûr ayant un esprit critique et scientifique pour un développement durable. Voilà, donc, et puis un esprit entrepreneurial d'analyse pour un impact positif, scientifique, social, environnemental et durable. Donc, nos activités, pour cela, nous avons les bureaux précédents ont fait plusieurs activités, que ce soit des workshops, des congrès, des formations internes et bien sûr des visites. Et nous avons pu toucher plus de 3000 personnes. Notre impact a touché plus de 3000 personnes, doctorants et chercheurs. Donc, concernant les personnes et nos partenaires, il s'agit du Citoyen. C'est une association qui permet de mieux vivre ensemble. Nous avons aussi Forum of Young Researchers, que nous avons co-organisé. Et puis les RMA, les conférences, les congrès RMA 2018 et 2019. Maintenant, je vous cède la parole, Madame la modératrice, pour la table ronde. Merci. Bonjour à tous, chers collègues. C'est un grand privilège pour moi d'être ici à l'M7, toujours un grand plaisir d'être parmi vous. Merci Soufiane de nous confier cette mission avec de prestigieux intervenants. Donc je vais essayer de faire mon mieux. Je voudrais présenter donc nos invités, vous connaissez tous, mais rapidement, donc présenter le professeur Sonia Lani que vous connaissez, professeur à l'M7 et elle est directrice du Digital Learning Center de notre université, M5. Professeur Jamila Alami, qui est chef de département des affaires scientifiques et techniques du Centre national pour la recherche scientifique, CNRST. Monsieur Omar Youssoufi, chef de division de l'innovation et de la valorisation, merci de votre présence. Et professeur Badr Aboulmej, professeur chercheur à la faculté de sciences de Rabat de l'université Mohamed V. Merci à tous d'être parmi nous et d'honorer ces doctorants créatifs et super engagés dans ce qu'ils font. Je vais peut-être donner à tour de rôle la parole à nos invités et nous essaierons ensuite d'interagir de manière plus dynamique, mais peut-être un mot à chacun. Madame professeur Jamila Alami, vous avez souhaité prendre la parole en premier, donc je vous donne la parole pour vous présenter un peu le contexte dans lequel nous allons échanger aujourd'hui. La thématique étant la recherche scientifique au Maroc, défis et tendances, un grand sujet que nous débattons depuis de nombreuses années et que nous allons débattre encore longtemps avec toutes les évolutions et les tendances actuelles. Où nous en sommes, quels sont les défis qui nous attendent, quels sont les moyens pour les aider au niveau du Maroc aujourd'hui et les recommandations que vous feriez pour essayer d'avancer plus et plus loin au service du développement du Maroc. La parole est à vous, madame. Tout d'abord, je tiens à féliciter les doctorants de l'M7 pour cette initiative. D'abord de créer un club d'échange d'idées, de soucis, partage de connaissances, n'est-ce pas? Je vous en félicite parce que je pense que c'est le premier club au sein de l'université Mohamed V de Rabat. Et je remercie, je félicite aussi les organisateurs parce que c'est un effort, un grand effort
Merci Sofiane. Je l'ai vu à maintes reprises, vraiment très motivé pour nous rassembler tous autour de cette table ronde qui est très très intéressante. Inch'Allah, il sera très très riche et sera riche en connaissances et en débats. Donc moi, j'ai en fait une présentation sur la recherche scientifique de manière générale. Donc je vais vous présenter un regard sur les institutions, sur comment ça se passe. Je vais vous donner des chiffres clés. Et donc là, je vais me déplacer pour commencer ma présentation. Je vais essayer, oui, combien 10 minutes. Oui, donc je vais vraiment présenter l'essentiel. Je vais faire toute la présentation. Voilà, les éléments de manière à ce qu'on puisse plutôt débattre, discuter, et même avec la salle. C'est intéressant. Donc je vais vous présenter un regard sur la recherche scientifique et l'innovation au Maroc. Donc là, je vais vraiment essayer d'être bref pour respecter le temps. D'abord, comment notre système national de recherche et d'innovation, comment il est organisé. D'abord, nous avons les institutions qui élaborent la politique de la recherche et qui sont le Conseil supérieur de l'éducation, de la formation, de la recherche scientifique, le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, l'Académie Hassan II des sciences et techniques, et le comité permanent interministériel de la recherche scientifique et du développement technologique. Donc, ces instances, c'est eux qui dirigent, qui coordonnent et qui planifient la recherche scientifique au sein de notre pays. Maintenant, la mise en œuvre. Pour la mise en œuvre, nous avons le Centre national pour la recherche scientifique et technique. C'est un pilier dans la mise en œuvre de la politique gouvernementale. Nous avons 12 universités publiques, nous avons 5 universités privées, 5 universités dans le cadre de partenariats public-privé et 3 établissements, 146 établissements d'enseignement supérieur qui ne relèvent pas des universités tels que l'INPT, l'école des mines, d'accord, ils sont au nombre de 146. Nous avons des établissements publics de recherche tels que les INRA. Et nous avons des centres et des structures relevant des entreprises privées. Et donc là, je disais tout à l'heure que le Centre national, il est vraiment un pilier indispensable pour la mise en œuvre de la politique de la recherche. Donc il a pour mission la promotion, le développement et la valorisation de la recherche scientifique en fonction, bien sûr, des besoins des chercheurs et des scientifiques marocains. Le CNRST, pour la mise en œuvre, il travaille avec tous les départements ministériels et toutes les institutions que j'ai citées tout à l'heure. De combien on finance la recherche au Maroc? Eh bien, on a fait une étude, donc ça ce sont les chiffres de 2018. La recherche scientifique est financée à 73% par le public, suivi de 22% du secteur privé et la coopération internationale 5%. 22%, c'est peu pour le secteur public, mais en fait, il y a 10 ans, il n'était que de 6%. Quelles sont les priorités nationales? Parce que vous savez, le gouvernement élabore des priorités nationales concernant les axes prioritaires. Et donc nous, on a ici 6 axes prioritaires. En fait, tous les secteurs, ils se retrouvent dans ces priorités. L'industrie aéronautique, automobile, transport, logistique, technologie avancée. En tout cas, vous avez toutes les disciplines sont répertoriées dans ces priorités nationales de la recherche scientifique. Quels sont les programmes qui ont été financés par le ministère? Donc nous avons le plan quinquennal de 2000 à 2004, 567 millions de dirhams. Nous avons le programme d'urgence, 720 millions de dirhams, 2009-2012. Nous avons l'appel à projet dans les domaines prioritaires, 2013. Il y avait la première version en 2013, la deuxième en 2015. On finance 186 projets, donc à raison de 300 millions de dirhams. Nous avons un appel à projet autour des phosphates. Donc, alors toute la gestion de ces appels à projet passe par le CNRST. Ça a été lancé en 2015 à raison de 90 millions de dirhams. Et nous avons aussi un appel à projet portant sur la sécurité routière. Alors je rappelle que dans cet appel à projet, il n'y avait que 41 projets qui ont été financés. L'appel à projet de recherche portant sur la sécurité routière en 2015, et maintenant on est dans la deuxième édition. Dans la première édition, on
on a financé que 6 projets. On est dans la deuxième édition. Nous avons des appels à projets dans le domaine des sciences humaines, 30 millions de dirhams. Les plantes médicinales aromatiques, 9 millions de dirhams. Bon, je ne vais pas regarder ici parce que ça ne vous concerne pas directement. Et nous avons le projet tout nouveau, l'intelligence artificielle à raison de 50 millions de dirhams. Nous avons 35 millions de dirhams qui a été doté par notre ministère, le ministère de tutelle, et 15 millions de dirhams par l'agence digitale des données, donc l'ADD. Et ces 15 millions de dirhams, donc c'est 50 millions de dirhams, ça va permettre de financer les projets sur l'intelligence artificielle et les applications. Donc, on a lancé le projet, on a reçu 261 demandes de création de compte, maintenant on a reçu définitivement 251 projets, et on est dans l'évaluation scientifique qui démarrera demain, Inch'Allah. Donc c'est sur 2 jours, mercredi, jeudi. Éventuellement, si on ne termine pas, ça va être le 3e jour. Et il y a aussi, donc surtout ça pour les professeurs qui ont déposé des projets, il y a l'évaluation scientifique, mais il y a l'évaluation aussi économique. Et donc ça va être fait par l'ADD. Et après, on va faire un bilan global de l'évaluation globale, on va faire sortir les résultats. Voilà. Alors quelques chiffres clés. Au Maroc, on a 13 820 enseignants-chercheurs répartis dans 1348 structures de recherche accréditées par les conseils des universités. Nous avons 34 000 doctorants, vous en faites partie. Et ces doctorants sont répartis dans 63 centres d'études doctorales. Au Maroc, on a 63 centres d'études doctorales. Alors, avec ça, on a quand même seulement, je dis vraiment seulement, 2000 doctorants soutenus par année. À propos des publications, donc nous avons tout ce monde d'enseignants-chercheurs, de doctorants. Ça nous permet d'avoir 7000 publications indexées Scopus par an. D'accord? Et 100 brevets déposés par an. La moyenne de publications indexées par enseignant, chercheur, ça reste quand même très timide. Hein? On est à 0,54, c'est-à-dire on n'est même pas encore à une publication par enseignant. Ça, ce sont les statistiques de 2018. Les ressources humaines, donc on a seulement une augmentation de 12%. De postes budgétaires entre l'année universitaire 2013-2014 et 2017-2018, alors que le nombre de doctorants il a augmenté quand même de 62%. On est passé de 20 908 à 34 000 doctorants. Et donc, il faut que le ministère octroie plus de postes budgétaires pour qu'il y ait mieux dans l'encadrement des doctorants. Alors, la production scientifique, un petit classement. Nous avons l'Université Mohammed V de Rabat qui vient en tête, avec 1963 publications indexées Scopus, puis l'Université Hassan II, l'Université Qadir Ayad. Donc là, ce sont des chiffres qu'on a obtenus à partir de l'interrogation de la base de données Scopus. Et par enseignant-chercheur, toujours l'Université Mohammed V de Rabat vient en tête, avec 0,84. Suivi de Blontofé, 0,64 et Qadir 0,56. Et je dois dire que le 60% de la production scientifique indexée, elle vient de 5 universités, Mohammed V de Rabat, Hassan II Casa, Qadir, l'université Sidi Mohamed Abdallah, Fès et l'université Moulay Ismail. Donc là, peut-être on va débattre tout à l'heure pourquoi nous n'avons pas une grande production scientifique. Alors, donc là, c'est l'évolution de la production nationale, donc de 2013 à 2018. Donc vous voyez bien qu'on a quand même une augmentation de 80%. Et ça, c'est important de le signaler et de voir l'intérêt aussi de la création du CEDOC. Parce que cette augmentation, on l'a senti à partir de 2008-2009, la date de la création du CEDOC. Parce que quand il y a eu la création du CEDOC, il y avait l'obligation pour qu'un doctorant soutienne sa thèse, il faut qu'il y ait au moins 2 publications indexées. Et donc là, ça a permis d'avoir plus de publications indexées et bien sûr, ça a augmenté la visibilité de la recherche nationale. En quoi on publie? Donc
Donc on publie beaucoup plus dans les sciences physiques, suivi des sciences de la santé, après suivi des sciences de la vie et les sciences sociales. Alors pour les sciences sociales, ça ne veut pas dire qu'ils ne publient pas, c'est très très faible, mais ils ne publient pas dans des revues qui sont indexées. D'accord? Eux aussi, ils n'ont pas cette obligation de publier, et donc leurs doctorants ne sont pas obligés de publier dans des revues indexées. Et donc voilà, leur visibilité à l'international est très très faible. Est-ce que j'ai encore du temps? Une minute. Une minute. Alors, dans cette minute, je vais vous parler beaucoup plus du CNRST, d'accord? Surtout les produits électroniques qu'on met à la disposition des doctorants, et malheureusement, ils ne sont pas très bien exploités. Donc, déjà, vous savez, le CNRST, on a deux pôles. Nous avons le pôle mutualisation des moyens et le pôle appui à la recherche. Alors, mutualisation de moyens, ce qui vous intéresse, je ne vais pas parler de toutes les divisions, c'est l'Institut marocain de l'information scientifique et technique. Vous savez qu'on a un abonnement avec des bases de données internationales très sélectifs. Web of Science, Scopus, CARE, GSTOR, vraiment beaucoup de bases de données qui sont sélectives, mais il n'y a pas beaucoup de téléchargements. Alors que vous, doctorants, il suffit que vous ayez une adresse mail institutionnelle et vous aurez droit à l'interrogation de toutes ces bases de données. Parce que malheureusement, on n'est pas au courant et donc on utilise les moyens de plagiat, tout ça, craquer à de votre passe, alors que vous avez la possibilité, il suffit que vous ayez l'adresse mail institutionnelle. Autre chose, c'est le Urcomte. Vous savez, la solution anti-plagiat. Nous avons acheté, via la société Urcomte, une solution anti-plagiat. Nous avons 30 000 comptes à mettre à la disposition des enseignants-chercheurs et des doctorants qui sont inscrits en 3e année et plus. Alors, cette solution, ça vous permet quoi, doctorant? Ça vous permet d'assainir votre travail de recherche. Avant d'envoyer votre article pour une revue, il vaut mieux le passer par Urcomte. Et là, vous allez voir le degré d'anti-plagiat et vous allez essayer de corriger. D'accord? Quand vous avez terminé votre thèse, avant de le donner à votre prof, il vaut mieux le placer et la passer dans Urcomte. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'il vous faut? Seulement une adresse mail institutionnelle. Avec ça, vous aurez la solution Urcomte gratuitement. Voilà. Donc, nous vous interpellerons tout à l'heure sur un certain nombre de points. Si vous voulez bien, je vais donner la parole au professeur Hani. Absolument, s'il vous plaît. Donc, monsieur le chef de division et innovation et valorisation, monsieur le directeur, madame la directrice du Centre universitaire de l'entrepreneuriat et du pôle Salim de l'UM5, madame le chef de département des affaires scientifiques et techniques au Centre national pour la recherche scientifique et technique, monsieur le professeur chercheur de la faculté des sciences de Rabat de l'université Mohamed V, messieurs, donc là, chers collègues, très chers étudiants et très chers doctorants. Donc alors c'est un énorme plaisir pour moi de participer à cette table ronde très riche et qui s'articule autour d'une thématique de grande valeur. Donc c'est une thématique d'actualité qui est donc là la recherche au Maroc, défis et tendances. Donc je vais commencer mes propos par féliciter déjà les doctorants qui organisent cette journée, ou bien cette table ronde plutôt, et qui ont pris cette excellente initiative de manière à avoir un club des chercheurs, des étudiants chercheurs et des doctorants chercheurs à l'ENSET de Rabat. Donc alors pour commencer, on sait très bien que la recherche scientifique joue un rôle déterminant dans le développement social et économique du pays. Elle permet d'anticiper les problèmes, apporter les éclairages aux différentes interrogations et suggérer des solutions. Donc en ma qualité de responsable du centre Digital Learning à l'université Mohamed V, il m'incombe de souligner l'importance de la digitalisation de la formation. Donc je vais commencer par ce point,
Et puis après, je peux parler un petit peu de la recherche scientifique. Et ce qui m'importe le plus en recherche scientifique, c'est mon quotidien. Donc ce qui m'importe le plus, c'est de poser des questions pour pouvoir résoudre des problèmes qu'on vit tout le temps avec nos doctorants et qu'on aimerait bien trouver des solutions tous ensemble au cours de cette table ronde. Donc alors, de nos jours, la digitalisation est devenue une partie prenante, aussi bien dans la vie courante que dans le développement de la recherche scientifique. Le monde de la formation n'y échappe pas. Et ne peut donc pas passer à côté de nouveaux usages pédagogiques. Donc alors, ce que je peux vous dire, c'est que depuis ma nomination au centre, malheureusement, je me rends compte qu'il y a pas mal d'enseignants de l'université Mohamed V qui ne sont même pas au courant qu'il existe un centre et que ce centre, il va rendre un service énorme, que ce soit pour la formation, pour la recherche, pour nos étudiants, pour leur épanouissement et pour l'ensemble des enseignants aussi. Donc alors, il faut dire que depuis 2002, l'université Mohamed V, elle avait mis en place une cellule e-learning. Alors, cette cellule, elle a évolué en 2005 en un centre universitaire de ressources pédagogiques. Et puis après, en 2012, c'était la création du centre e-learning. Alors, on a vu, depuis donc 2019, on a vu que le centre, il a connu quand même un développement assez énorme, donc avec une ouverture même à l'international. Et donc, le centre, maintenant, c'est un centre, c'est le centre digital learning, c'est-à-dire qu'il va inclure la composante e-learning, mais tout en ayant des missions qui sont vraiment très très riches par la suite. D'accord? Donc les missions, elles sont en train d'évoluer de manière extraordinaire. Donc alors, cette nouvelle dynamique permet une diversification, comme j'ai dit, des missions du centre dans un contexte de développement du numérique et de l'internationalisation donc là, des programmes de formation et des services pédagogiques innovants. Donc en quelque sorte, j'explique un petit peu, c'est que pour digitaliser la formation, c'est finalement intégrer les technologies du digital aux différents dispositifs de formation. Le centre Digital Learning de l'Université Mohamed V œuvre à utiliser de nouveaux modèles d'apprentissage. Et aussi, la carte des différents modèles d'apprentissage est une carte qui est en train de s'enrichir d'un jour à l'autre. Donc, et adaptée aux usages. Donc actuellement, nous avons pas mal de MOOC qui ont été produits. Donc, et pour les MOOC, je dis toujours que le MOOC, en principe, on se dit que ce n'est pas au service de l'étudiant. Donc, à la première journée au centre Digital Learning, j'ai dit que le MOOC est au service de l'étudiant. Dans quel sens? C'est que l'étudiant, lui, il ne consulte pas le MOOC parce qu'il ne se trouve pas dans le descriptif des formations. Alors, on a essayé de changer carrément cette vision et d'adapter. Donc, avant de produire un MOOC, on est capable de produire des SPOC. Et donc, produire des SPOC qui sont en relation avec le programme de formation va permettre à l'étudiant d'apprendre toujours dans le descriptif, en respectant le descriptif. Et puis après, le MOOC, il va devenir ouvert à l'international. Donc alors pour les MOOC, je dis encore une fois, c'est que quels sont les enseignants que moi j'espère de tout cœur à ce qu'ils contribuent à cette mouvance, ce sont les enseignants qui ont plus de 25 ans, 30, 40 ans d'expérience. Pourquoi? Parce que ce sont des professeurs qu'on ne veut pas perdre leur matière qu'ils ont acquis et leurs connaissances, leurs compétences qu'ils ont acquis après tant d'années d'enseignement et d'apprentissage donné à leurs étudiants. Donc alors, je fais un appel à tous les enseignants, donc ça n'exclut pas les jeunes bien sûr,
mais au moins que ces enseignants qui ont des années d'exercice, ils ont beaucoup de choses à donner à la génération future et, comme on dit, ça pourra être Sadaqa Jariya par la suite. Donc, je vous tends la main, venez au centre pour les MOOC et tout en passant par les différentes étapes, à savoir le cours en ligne, et puis après on peut passer vers les SPOC, et puis après on peut l'ouvrir à l'international. Aussi au centre, nous produisons beaucoup de SPOC sous forme de teaser, et c'est dans l'objectif encore de faciliter l'apprentissage à l'étudiant qui aura l'occasion de lire, de relire et de voir la vidéo jusqu'à ce que, donc il va apprendre à son rythme. L'étudiant va apprendre à son rythme. Et puis après, on a, c'est ouvert aussi au blended learning, c'est-à-dire les formations mixtes, que ce soit en présentiel ou bien à distance. Alors, je peux donner des chiffres rapidement. Je n'ai pas prévu la présentation, mais on pourra la faire un autre jour. Donc, en 2019, nous avons réussi à fédérer une centaine d'enseignants nouveaux. Donc, c'est-à-dire qu'il suffit d'essayer d'être proche des enseignants, et puis voilà, ils commencent à répondre. Une centaine d'enseignants qui ont honoré leur enseignement par une production numérique au profit de 18 687 inscrits pour le moment. Ce sont des étudiants qui sont inscrits, et quand je dis ces statistiques, ils ont été arrêtés en 30 octobre, et donc c'est tout simplement l'année 2019. Alors aussi, le centre, il gère des projets très importants et qui sont d'actualité et de grande valeur. Donc nous sommes en train de travailler avec plusieurs professeurs de différents établissements afin d'élaborer des projets de master en ligne. Donc nous avons une expérience très réussie avec la faculté des sciences de Rabat à travers le master Nabiouba, mais on est en train encore de dupliquer tout ceci ces dernières années. Encore une fois, nous avons des projets je dirais, très intéressants, par exemple avec l'université polytechnique, donc Mohamed VI de Ben Glir, et qui consiste à l'implémentation d'un centre digital interactif et qui s'intéresse plus précisément à tout ce qui est, donc, je dirais, des choses d'actualité telles que la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Et donc, par la suite, nous œuvrons aussi à ce qu'au niveau de ce centre, on s'intéresse davantage à la pédagogie active. Donc, nous aurons... Donc, je vais directement vers la recherche, si j'ai pris il reste une petite minute. Très, très bien. Donc, alors, ceci, c'est pour dire que l'UM5 est en train de rejoindre efficacement la communauté scientifique pour penser la classe de demain. Alors, en tant que professeur à l'ENSET, nous constatons que notre établissement connaît un grand essor en termes de recherche. Donc, ceci, vu les statistiques de thèse, d'habilitation, de production scientifique, de journées scientifiques, de congrès nationaux, internationaux, indexés, etc., qui témoignent de tout ceci. Donc aussi, et de par sa vocation, les thématiques à l'ENSET, ce sont des thématiques d'actualité qui permettent donc de s'inscrire dans la majorité donc, des axes prioritaires. Je pense que vous pourrez aussi, pendant le débat, justement parler du concret de vos actions en tant que chercheur. Très bien. Si je peux me permettre, est-ce que vous pourriez, peut-être avant de terminer, nous dire s'il y a une stratégie particulière envers les CEDOC, justement, en matière d'utilisation de l'éthique, puisque je pense que dans le débat, nous parlerons de la problématique des CEDOC et des formations qui sont données au niveau doctoral, un programme de soutien à nos doctorants pour rehausser donc, le niveau des productions, etc. Oui. Est-ce que le centre aurait justement une vision, une stratégie pour outiller peut-être les CEDOC et utiliser, intégrer l'usage du numérique pour ces formations, pour peut-être des espaces d'interaction? Est-ce que vous avez exactement une réflexion? Exactement. Donc alors parmi les actions que nous souhaitons, donc qu'on n'a pas encore commencé, mais qu'on a discuté avec
le vice-président chargé de la recherche et le vice-président chargé du système d'information de l'université, c'est de pouvoir déjà préparer, par exemple, tout ce qui est en relation avec les thématiques qu'on donne, sur lesquelles on donne des cours chaque année à l'ensemble des doctorants. Ils peuvent être déjà prêts sur l'ensemble avec des capsules qui vont être déjà prêtes et à utilisation. Donc aussi, on veut bien travailler sur les bibliothèques numériques de manière à pouvoir avoir déjà collecté l'ensemble des documents et les mettre sur les plateformes que l'on possède déjà au centre. Et bon, ce sont les actions que je dirais qui sont éminentes pour le moment, et d'autres réflexions qui peuvent avoir lieu par la suite. Par contre, pour la recherche, je vais avoir beaucoup de questions que j'aimerais bien soulever par la suite. Je vous remercie.